Bonjour, bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur les aidants professionnels à domicile, comment optimiser ce soutien en tant qu'aidant familial. Ce webinaire sera animé par Muriel Chiffet-Legros qui est auxiliaire de vie à ADT 44 et Anne-Sophie Deveau qui est la directrice des parcours de l'autonomie ADT 44. Ce sera co-animé par Séverine Thérom du Gérontopole Pays de la Loire et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice d'Umagogie et une aidante. Autonomie, c'est une web-série qui est sur YouTube pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont réalisés avec des experts du médico-social, qui nous montrent des gestes et nous donnent des astuces pour nous soutenir dans notre vie d'aidant. Ce projet a démarré en 2019 et c'est soutenu toujours par Malakoff Humanis. Et puis, on a mis en place des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets un peu plus larges. Donc ce projet, il est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et on réalise toujours ces projets-là avec l'expertise des professionnels et le partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse la parole, Madame Thérom. Si on reprend l'étude de l'adresse, donc 9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie en 2021. Et sur ces 9,3 millions, 5,7 millions des aidants sont concernés par l'aide à la vie quotidienne. Et donc, la question qui nous anime aujourd'hui est la suivante. Comment donner les meilleures conditions pour permettre à l'aidant d'être soutenu dans son quotidien ou comment s'établit l'articulation aidant familial, aidant professionnel? Ce partenariat qui va s'installer au quotidien pour favoriser le soutien de l'aidé. Et donc, soulager le quotidien de l'aidé et de son corollaire, l'aidant, est la mission qu'apporte au quotidien Muriel Chiffet-Legros, auxiliaire à l'ADT depuis 9 ans. Elle a une expérience de 20 ans et elle va pouvoir nous clarifier son rôle au quotidien auprès des aidants. Et nous recevons également, et nous avons la chance d'avoir Anne-Sophie Deveau, qui, elle, est directrice de parcours de l'autonomie de l'ADT 44. Et toutes les deux, elles vont nous expliquer leur mission au quotidien auprès des aidants. Merci Séverine, merci Jocelyne pour cette introduction. Alors déjà, un grand merci au Gérontopole, l'Umagogie et à la CARSAT de nous permettre de pouvoir effectivement échanger avec les aidants naturels. C'est vrai qu'on dit proches aidants ou aidants familiaux ou aidants naturels. On va parler de nous de proches aidants. Je crois que c'est le terme qui est le plus adapté maintenant. Personnes qu'on accompagne aussi au quotidien. Et donc, effectivement, on va commencer peut-être, ce qui nous paraissait important, c'était peut-être déjà de commencer par présenter ce qu'est un service à domicile, puisque tout le monde, effectivement, ne se doute pas de toutes les missions, de toutes les cordes à l'arc du service d'aide à domicile. Donc, les services à domicile, en règle générale, accompagnent différents types de publics. Les seniors, les personnes en situation de handicap, les aidants familiaux, donc on appelle aussi proches aidants, comme je le disais tout à l'heure, les familles et les actifs. Donc, on peut dire qu'un service d'aide à domicile, en fait, accompagne vraiment tout type de public et pour tout type de mission, puisqu'effectivement, il y a autant de personnes que de besoins, que de situations. Donc, ça recouvre la vie quotidienne au sens large. Alors, souvent, la porte d'entrée d'un service à domicile, ça va être effectivement l'entretien du logement, l'entretien du linge, parce que c'est aussi finalement une porte d'entrée presque, on dira entre guillemets, facile. Ça va être effectivement un soutien matériel. On rentre pas forcément encore dans l'acte essentiel de la vie quotidienne. Donc, l'aide matérielle est souvent un bon support aussi pour les personnes qui souhaitent avoir une aide et qui cheminent au fur et à mesure de leurs besoins. Donc, on interviendra pour soulager donc tous ces publics dans l'entretien du logement, dans l'entretien du linge. On va aussi effectivement les accompagner pour des actes essentiels de la vie quotidienne, donc vraiment sur des aides humaines. Donc, lorsque les personnes peuvent avoir une perte d'autonomie temporaire ou durable, chaque situation est différente. Donc, autant sur de l'aide à la toilette que sur de l'aide à la prise de repas, de l'aide au lever, de l'aide au coucher, de l'aide à l'habillage, au déshabillage, de ce qu'on appelle aussi de l'aide à l'élimination. Donc, après, évidemment, en fonction de la capacité de la personne. Et puis, de l'aide aussi à la préparation de repas, en plus des courses si besoin. Et puis, c'est aussi dans le service d'aide à domicile, on l'imagine moins aussi dans le cadre de l'accompagnement extérieur. Mais l'accompagnement extérieur, ça fait aussi partie évidemment des missions
pour accompagner lors des sorties, des activités de loisirs, pour maintenir le lien social. Et ça peut aussi passer par une aide administrative au domicile, mais aussi à l'extérieur dans les instances administratives. Certains services à domicile ont souhaité aussi proposer des prestations qui permettent de diversifier et puis un petit peu recouvrir tous les besoins du domicile des personnes. Et donc, ont pu rajouter un système de téléassistance en cas de chute notamment, mais aussi de portage de repas à domicile pour les personnes accompagnées. Les services à domicile, donc en fait, vous voyez bien, ont des missions vraiment diversifiées de ce qu'on appelle de l'aide matérielle aux aides humaines, mais ça dépend effectivement de la situation individuelle de la personne. Donc justement, comment on sollicite un service d'aide à domicile? La plupart du temps, les personnes peuvent rencontrer, pour les seniors particulièrement, le centre local d'information et de coordination. Il y en a un sur chaque territoire. C'est vraiment l'interlocuteur à privilégier, et c'est d'ailleurs notre interlocuteur privilégié aussi, puisqu'ils ont pour mission justement de donner les informations, les coordonner, les orienter vers les services habilités. Et donc, le CLIC territoire est vraiment l'interlocuteur à privilégier lorsqu'on souhaite solliciter un service d'aide à domicile pour le public senior et pour le public aidant. Évidemment, les caisses de retraite, puisque la plupart des caisses de retraite, voire toutes les caisses de retraite, alors évidemment, pour le régime général, la CARSAT, ont pour mission de pouvoir aider leurs adhérents retraités dans la prise en charge d'aide à domicile. Donc souvent, ils ont aussi le listing, on va dire, des services à domicile avec qui ils sont conventionnés. Évidemment, sur des ressources de proximité, on pense aussi au centre communal d'action sociale, donc dans les mairies des communes. La maison des aidants, les plateformes de répit, là, pour le coup, évidemment, ont une mission beaucoup plus spécifique et orientée aidant. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à les solliciter. Et en règle générale, lorsqu'il y a une perte d'autonomie ou lorsqu'il y a à un moment donné une nécessité d'un besoin de service à domicile suite, par exemple, à un problème de santé et à une hospitalisation, il ne faut pas hésiter non plus à solliciter les services sociaux des hôpitaux. C'est vrai qu'on insiste souvent sur ce point parce que, en fonction de la période d'hospitalisation, les assistantes sociales n'ont pas forcément le temps aussi d'aller de chambrée en chambrée pour aller échanger sur la situation des personnes et les orienter, les aider à instruire des dossiers, etc. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à le demander directement, de voir le service social lorsque on est à l'hôpital ou lorsque notre proche aidant est à l'hôpital. Autour de la santé, il y a évidemment tous les professionnels de santé. Donc, les médecins, les professionnels de santé en règle générale qui nous accompagnent dans la vie quotidienne ont aussi connaissance des services d'aide à domicile qui peuvent accompagner sur de l'aide matérielle ou de l'aide humaine à domicile. Donc, il ne faut pas hésiter aussi. C'est vrai que quand on va voir notre médecin pour X raisons, c'est aussi des fois des temps d'échange sur la vie quotidienne. Et le médecin, des fois, peut proposer justement pour avoir une aide temporaire ou un peu plus durable, un service d'aide à domicile. Évidemment, aujourd'hui, tout est numérisé, tout est sur Internet. Donc, vous pouvez aussi rechercher facilement un service d'aide à domicile et on vous conseille de le faire directement sur le site du département. Chaque département a sa configuration. Pour le coup, vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous allez sur le site du département auquel vous appartenez. Une fois qu'on a sollicité le service d'aide à domicile, il y a un échange qui est fait en règle générale avec un professionnel du médico-social qu'on appelle responsable de secteur la plupart du temps ou coordinatrice, souvent un professionnel de l'évaluation médico-sociale et qui est l'encadrant de proximité des aides à domicile. Donc, évidemment, qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien leurs partenaires, qui connaissent très bien les salariés qu'elles accompagnent au quotidien. Et donc, comme c'est une professionnelle du médico-social avec des missions d'évaluation des besoins, il va échanger avec vous, recueillir un certain nombre d'informations qui vont être nécessaires à évaluer les besoins, qui va permettre d'apporter vraiment une réponse la plus adaptée possible. Une responsable de secteur, elle se déplace à domicile. C'est important puisque elle a besoin évidemment d'échanger avec vous, d'échanger avec la personne aidée, de prendre connaissance de votre environnement. Évidemment, on ne peut pas le faire à distance. Il faut être in situ, vraiment au domicile de la personne, voir comment elle vit, voir aussi dans quelles conditions matérielles elle vit aussi, puisque justement, il y a des fois nécessité
d'ajuster le matériel nécessaire pour les bonnes interventions des salariés, mais aussi lorsqu'on est sur des aides humaines, voir s'il y a par exemple des aides techniques adaptées pour le quotidien. Donc la visite se fait toujours à domicile, échanger avec vous sur vos besoins, prendre connaissance de votre environnement et puis évidemment vous oriente. Et comme ce sont des professionnels du médico-social et la plupart des services à domicile sont habilités à instruire les dossiers, elle peut vous aider à instruire effectivement les demandes d'aide possibles et puis de vous expliquer un peu le fonctionnement. Par exemple, s'il y a des demandes d'APA ou s'il y a des demandes de prestations compensatrices du handicap ou d'autres types de demandes par rapport aux caisses de retraite, etc. Elle va pouvoir vous donner aussi des informations les plus précises possibles, bien que, évidemment, le service qui sera sollicité, le prescripteur vous donnera évidemment le complément des informations, mais dans l'idée, elle va pouvoir vous expliquer et aussi vous préparer peut-être à avoir des fois un délai d'attente entre l'instruction de dossier et puis l'aide possible à avoir. Elle va pouvoir vous expliquer le fonctionnement aussi de l'association qui interviendra. Elle va pouvoir répondre évidemment à vos questions et il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Donc, c'est un temps vraiment où vous pouvez être en confiance et aborder le maximum de questions possibles. Une fois cette visite à domicile effectuée, la responsable de secteur, en plus de sa mission évidemment d'évaluation des besoins, elle va pouvoir vous proposer un plan d'aide adapté justement à la personne aidée, à l'aidant, proposer des accompagnements à domicile. Et comme elle connaît justement très bien les salariés qu'elle accompagne au quotidien, les intervenants à domicile, les auxiliaires de vie, elle va pouvoir justement faire conjuguer finalement la situation avec la professionnelle, le professionnel qui sera le plus adapté, le plus en compétence possible pour intervenir. C'est pour ça qu'effectivement, cette première visite, ces premiers contacts sont très importants. Un service d'aide à domicile qui, à un moment donné, irait trop vite dans sa planification, forcément louperait des informations qui sont essentielles pour vous accompagner au mieux, aussi pour intervenir en tout cas. Et puis, évidemment, l'auxiliaire de vie va pouvoir venir à votre domicile, au domicile de la personne aidée. Et puis, elle va évidemment, en plus des missions qui lui sont confiées, donc soit de l'aide matérielle, au départ peut-être de l'entretien du logement, peut-être de l'aide aux courses, peut-être de l'aide humaine. Elle va aussi évidemment faire connaissance avec la personne aidée, avec l'aidant. Elle va faire connaissance évidemment aussi avec la maison et elle va pouvoir aussi faire preuve. Et ça, c'est une des grandes compétences des auxiliaires de vie, c'est leur capacité d'adaptation. Aucune maison ne se ressemble, aucune situation ne se ressemble. Et c'est vrai que c'est une compétence vraiment à valoriser. Cette capacité d'adaptation, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut savoir qu'une auxiliaire de vie, mais Muriel peut-être le précisera, mais une auxiliaire de vie, elle peut changer elle change plusieurs fois de maison, entre guillemets, dans la journée. Et à chaque maison, chaque personne, chaque situation et chaque chose différente à faire. Donc, s'il y a bien une des compétences à valoriser pour les auxiliaires de vie, c'est bien évidemment une capacité d'adaptation. Donc, elle va faire preuve d'adaptation aussi. Pourquoi ? Parce que faire venir des fois un service d'aide à domicile, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que ça veut dire qu'on peut en avoir besoin. Ça veut dire aussi qu'on peut en avoir besoin de manière temporaire ou plus durable, mais ça veut dire que quelque part, on commence à intégrer qu'on ne peut plus faire forcément tout seul ou qu'on a besoin d'un relais, d'un soutien, et donc à chacun son cheminement. Et donc forcément, c'est des choses aussi, il faut prendre en compte, rentrer dans l'intimité de la personne, rentrer dans son domicile. On sait que ça peut effectivement être une étape importante dans le parcours de vie d'une personne et c'est pour ça aussi que les auxiliaires de vie ont cette grande capacité d'adaptation, d'aller au rythme de la personne, de ne surtout pas bousculer et donc d'avancer au même rythme que les personnes qu'on accompagne. Le webinaire, il fait un focus évidemment sur les proches aidants. Donc peut-être un focus aussi sur pourquoi aujourd'hui les services d'aide à domicile interviennent auprès des aidants au même titre que les personnes aidées. Ça a toujours fait partie de toute façon aussi de nos pratiques professionnelles, c'est-à-dire que justement, comme je le disais au début, une responsable de secteur, elle va au départ aller à domicile, prendre connaissance des besoins de la personne aidée, mais la personne aidée,
Elle vit peut-être dans son domicile avec son conjoint, avec son épouse, peut-être qu'il y a les enfants qui passent régulièrement, peut-être qu'il est parent ou parent d'eux. Et donc, forcément, cette approche globale fait partie des pratiques quotidiennes, évidemment des services à domicile, parce que on accompagne la personne aidée, évidemment, pour des missions précises. Mais la personne aidée, c'est une personne avant tout, dans son environnement, dans sa vie, et c'est sa vie qu'il faut prendre en compte. Donc, on sait bien aussi, dans l'expertise des services d'aide à domicile, que les aidants sont vraiment le fil rouge du maintien à domicile. Aujourd'hui, les aidants, ils ne seraient pas reconnus, ils n'auraient pas cette aide. On sait aussi que le maintien à domicile serait fragilisé pour les personnes aidées. Ça vaut pour les personnes aidées âgées, pour les malades et ou en situation de handicap. Et c'est vrai que les proches aidants accompagnent vraiment, c'est comme ça d'ailleurs que c'en est défini, accompagnent en partie ou en totalité leurs proches dans les actes de la vie quotidienne à titre non professionnel. C'est comme ça qu'effectivement, on définit les aidants. Et différentes lois ont pu valoriser ce rôle. Le rôle du maintien à domicile, une reconnaissance vraiment indispensable. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ça veut dire que oui, les aidants ont un rôle essentiel dans le maintien à domicile et c'est important de le dire. Ils compensent forcément, quelque part, la perte d'autonomie de son proche dans les actes du quotidien, dans le ménage, le repassage, dans préparer les repas, faire les courses. Et puis, en plus aussi, il est auprès de son proche, des fois à l'aider pour s'habiller, se déshabiller, des fois faire sa toilette, des fois aussi faire un certain nombre de choses au quotidien pour soutenir cette situation. Et des fois, l'aidant s'oublie parce que finalement, c'est aussi presque naturel. C'est pour ça qu'on parle d'aidant naturel, d'aider son proche. Pour autant, ce qui est moins naturel, c'est de s'en épuiser. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une reconnaissance des proches aidants. Parce que vraiment, si on veut que la personne aidée, que le proche aidant ne s'épuise pas et que la personne aidée puisse vivre à domicile, parce que c'est quand même 90% du temps le souhait de la personne, eh bien, il y a besoin d'un soutien. Il doit y avoir la possibilité d'une aide au répit. Et pour cela, c'est important que le proche aidant soit reconnu puisque ça va permettre de valoriser un certain nombre d'aides. On appelle l'aide aux aidants, mais ça peut être aussi justement des allocations journalières pour compenser des fois une diminution de la perte d'activité professionnelle. Ça peut être effectivement une aide au répit pour pouvoir avoir une présence auprès de la personne aidée. Ça peut être aussi des groupes de parole, des formations, etc., etc. Et c'est indispensable. La dernière loi en date, effectivement, a été la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qu'on appelle la loi ASV, qui a vraiment défini le proche aidant, reconnu le proche aidant et qui a pu aussi, encore une fois, on va dire, valoriser dans tous les sens du terme sa place au quotidien. On parle beaucoup des proches aidants. Et puis, il existe effectivement d'autres aidants qu'on appelle aidants professionnels, comme Muriel. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Muriel. Va vraiment rentrer, j'ai envie de dire, quelque part dans le vif du sujet des missions d'une auxiliaire de vie sociale. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Muriel, j'ai 61 ans et j'exerce le métier d'auxiliaire de vie sociale depuis une vingtaine d'années, dont 9 ans dans la structure actuelle. Donc moi, j'ai choisi vraiment le domicile parce que c'était ce qui me convenait plutôt qu'aller dans une institution. Alors, je voulais dire qu'être accueilli dans le lieu de vie d'une personne, c'est une chose qui n'est pas forcément évidente, mais à partir du moment où on est rentré dans cet environnement, je suis garante de son intimité, de la qualité de l'aide que je vais lui apporter et aussi d'une écoute si elle en a besoin. Donc, suite à l'intervention de ma responsable, qui est déjà venue faire une première visite, en tant qu'auxiliaire de vie, donc la première personne qui va y aller donc, va découvrir effectivement ce lieu. Et du coup, je vais donc mettre en route donc, les missions pour lesquelles j'interviens. Donc, ces missions, c'est accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Par exemple, aide au lever, s'habiller, s'alimenter et se laver. Ça peut être aussi accompagner dans les tâches de la vie quotidienne, la réalisation des courses, l'élaboration des repas, l'entretien du linge et du logement. Et puis, c'est aussi, dans le cadre de la vie sociale et relationnelle,
organiser ou aller avec ou accompagner pour des loisirs, des sorties et des démarches administratives. L'auxiliaire de vie sociale a toujours un regard sur la personne qu'elle vient aider, mais la personne qu'elle vient aider, elle fait avec elle. Elle fait avec son assentiment et elle fait comme si c'était elle qui le faisait pour elle. Du coup, on est toujours à l'écoute pour faire le mieux possible dans la volonté de la personne qu'on accompagne, dans le respect de sa dignité. On est un petit peu le prolongement de sa main si elle ne peut plus manger seule ou pour aller faire les courses. Donc, toutes ces missions, en fait, c'est une véritable confiance qui s'établit entre la personne qu'on va venir aider et son environnement. Donc, c'est la personne qu'on va aider, le proche aidant et éventuellement les personnes qui passent autour de elle. Donc, du coup, pour les missions administratives, on peut l'aider ou téléphoner pour prendre des rendez-vous, l'accompagner à des rendez-vous, aller les chercher. Voilà, tout ça, c'est dans la mission de l'aide à domicile. Donc, cette mission, elle se focalise essentiellement sur essayer de stimuler l'autonomie de la personne aidée pour qu'elle puisse le plus longtemps possible faire encore des choses. Donc, on stimule l'autonomie de la personne pour qu'elle puisse continuer à faire des choses seule. Donc, on connaît à peu près pour les missions qu'on est censé intervenir. Donc, on a déjà un aperçu sur les choses qu'il faut faire, les troubles de ces pathologies. Et donc, on est vigilant à respecter vraiment le rythme de la personne. Donc, on peut aussi identifier les pratiques des personnes qui sont auprès de cette personne aidée, donc éventuellement la personne, l'aidante naturelle, pour éventuellement apporter un avis sur ce qu'on aurait besoin, ce qu'il faudrait améliorer, éventuellement s'il y aurait la possibilité d'utiliser du matériel pour faciliter nos interventions et aussi faciliter les interventions d'une manière générale. Comme on rentre dans l'intimité des personnes, donc on a aussi un petit regard quand on intervient pour une toilette ou faire la cuisine, à faire attention à ce qui peut éventuellement créer des soucis de chute ou d'autres problèmes qui pourraient survenir. Donc, dans ces cas-là, on peut être amené à rappeler notre responsable pour dire qu'éventuellement, il y aurait un petit ajustement suite aux premières visites que nous, on a pu faire. Donc, on peut éventuellement dire qu'il y a des intervenants extérieurs comme des ergothérapeutes qui peuvent venir à domicile pour faire des évaluations du domicile pour voir s'il y aurait des choses à améliorer. Parce que même pour nous, pour éviter éventuellement notre fatigue personnelle, mais aussi la fatigue de la personne qui va continuer à aider cette personne quand nous, on est partis. On est quand même aussi ouvert et on fait attention à ce que la personne qui est le proche aidant ne soit pas en situation d'épuisement. Donc ça peut se remarquer sur des pleurs, fatigue. Donc on peut comme ça repérer un petit changement ou quelque chose qui se passe dans la situation qu'au départ, ils n'ont pas forcément besoin ou envie de discuter. Donc, dans ce cadre, donc, on est tout à fait ouvert donc, à une écoute et notre discrétion est aussi la garante de cette écoute et du cadre de notre mission. Donc, dans le lieu de travail, donc, on a un sens de l'organisation. Et comme disait Anne-Sophie, donc nous avons une très grande faculté d'adaptation puisque effectivement nous sommes amenés à aller dans plusieurs maisons avec des situations complètement différentes à chaque fois. Donc ce que je voulais dire, c'est que du coup on n'est pas seul et les personnes aidées ne sont pas seules.
Nous avons un cahier de transmission au domicile des personnes qui nous permet de faire le lien donc, avec elles, avec les intervenants extérieurs, pour pouvoir être en symbiose avec toutes les personnes qui vont au domicile pour alerter sur une situation ou un problème. Voilà la situation que les auxiliaires rencontrent. Nous sommes toujours accueillis d'une façon très, très agréable et les gens nous font confiance, quelles que soient les personnes qui arrivent. C'est vraiment la confiance qui s'installe dès que nous arrivons dans le lieu de vie des personnes. Elles sentent vraiment qu'il y a donc des professionnels qui sont là, qui ont un regard, un métier, vont faire le maximum de leur possible pour que leur personne puisse avoir les meilleurs soins, les meilleures aides et qu'elles puissent être soutenues dans ce changement de leur vie qui fait que du coup, voilà, elles accueillent quelqu'un à la maison et qui viendra quotidiennement pour aider leur famille ou leurs enfants. Comme ça que nous faisons un focus sur les aidants familiaux. Alors, les aidants, donc, elles peuvent être aidées d'une manière individuelle. Donc, en fait, il faut qu'elles apprennent à se réapproprier leur être, c'est-à-dire il faut pas qu'elles s'abandonnent complètement au fait de devenir que l'aidant. Il faut qu'elles restent des personnes impliquées, jolies. Et donc, on peut leur conseiller, les aider à retrouver un petit peu cette envie de penser à elles. Donc, en leur conseillant de prendre du temps pour elles. Ça peut s'articuler en ayant des heures de répit, c'est-à-dire durant le répit qu'on accordera à leur personne, à leur famille et tout ça. Donc, elles pourront, pendant ce temps de répit, sortir de chez elles, faire des activités, voir du monde, retrouver une vie sociale pour ne pas complètement se laisser à leur rôle d'aidant. Du coup, elles vont nous déléguer aussi toutes les tâches pour un temps être lourdes. Donc, elles vont déléguer les tâches de leur vie quotidienne. On pourra échanger avec elles en toute confiance. Donc, elles auront un soutien moral si elles le souhaitent. On pourra éventuellement aussi, donc, comme je disais, comme on nous disait avec Anne-Sophie, les conseiller pour aller vers d'autres professionnels. Donc, quand elles nous auront éventuellement émis leurs souhaits ou leurs problèmes, on pourra en parler et regarder autour de nous ce qui pourrait être fait pour pouvoir améliorer leur situation. Et effectivement, on accompagne aussi les aidants de manière collective, puisque l'idée, c'est aussi de ne pas s'isoler, de maintenir un lien social, comme l'a dit ma collègue Muriel, de ne pas être qu'aidant, de ne pas avoir que ce rôle-là, et donc forcément de maintenir un lien, pouvoir s'accorder du temps, de confort, de réconfort, de pouvoir échanger avec les uns, avec les autres, de pouvoir aller à son activité, quelle qu'elle soit. Et donc, il nous paraissait assez naturel, entre guillemets, même si un service d'aide à domicile a une approche individuelle, de pouvoir répondre aussi à des besoins individuels de manière collective. Parce que maintenir le lien social, c'est aussi une des missions du service d'aide à domicile. Et à un moment donné, c'est important aussi que des personnes puissent se retrouver avec des pairs, entre guillemets, aussi avec des personnes qui ont toute autre situation, qui leur permettent justement de sortir des fois de la maison ou d'un quotidien qui peut être quelquefois épuisé. Les services d'aide à domicile peuvent proposer aussi ce qu'on appelle des actions collectives qui sont financées la plupart du temps par ce qu'on appelle la conférence des financeurs notamment, mais pas que, les caisses de retraite aussi, qui ont des fois des rôles sur de l'aide aux aidants, vont pouvoir aussi financer un certain nombre d'actions collectives pour permettre aux aidants d'aller à des ateliers socio-esthétiques, justement, pour s'accorder du temps pour soi, pour apprendre l'automassage, pour se relaxer, pour aussi continuer effectivement à avoir des gestes
pour s'apprêter, se raser, se maquiller, prendre soin de soi, parce que c'est aussi une parenthèse de bien-être qui fait du bien, et parce que cette parenthèse de bien-être est aussi, comme on dit, prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre, mais c'est exactement ça. Les aides à domicile ont aussi beaucoup de compétences autres que leur mission propre d'aide à domicile, et notamment certaines sont formées au socio-esthétisme. Donc ça veut dire aussi qu'on maintient cette relation de confiance en dehors du domicile. Les aidants peuvent s'accorder du temps avec des personnes aussi qu'elles connaissent déjà. Et c'est vrai que ça, c'est aussi ce qui permet des fois de passer le cap, d'aller vers du collectif. Et puis, c'est des temps tout simplement de convivialité, parce que justement, à un moment donné, quand on est aidant, on a aussi envie de pouvoir retrouver, entre guillemets, un temps convivial, un temps d'échange, un temps à partager, un repas, à visiter quelque chose, à faire une sortie en bateau, à pouvoir échanger ou faire du bricolage si ça nous plaît, ou de l'art floral, ou de la cuisine, ou voir de la danse, ou apprendre de la danse, peu importe. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont les aidants ou les aidés qui font part de leurs souhaits, et le service d'aide à domicile adapte l'animation de l'action collective pour répondre à ces souhaits. Et puis, ça permet aussi, dans cette même idée, à un moment donné, de pouvoir orienter vers d'autres personnes qui pourraient avoir une compétence d'aide aux aidants, de pouvoir faire connaître aussi d'autres professionnels comme la médiation animale, comme les sophrologues, comme un certain nombre de professionnels qui, aussi dans leur mission, par un autre biais, avec d'autres compétences, peuvent être là aussi pour du soutien aux aidants. Donc, l'aide aux aidants, elle peut effectivement, comme disait Muriel, être de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, dans notre activité, on sait que l'un et l'autre sont extrêmement complémentaires. Il y a une vraie plus-value aussi à ce que les actions collectives puissent se faire avec une certaine régularité. Ça permet aussi, par exemple, à des aidants, à des souvenirs d'aidants qui, à un moment donné, ne s'étaient pas permis de parler de leur situation, ont pu aller à une action collective, et puis finalement ont rencontré aussi d'autres personnes et se sont dit, tiens, je ne suis pas seule dans cette situation, il y a aussi d'autres personnes qui vivent un peu les mêmes choses que moi au quotidien, et puis du coup ça libère la parole, tout dans un esprit quand même convivial, d'échange, etc. Et puis des fois, au fur et à mesure, permet aussi des échanges, des fois de numéros, enfin voilà, de créer du lien social. Et ça, c'est aussi très, très important, parce que ce qui favorise aussi la prévention de l'épuisement de l'aidant, c'est justement de maintenir ce lien social et de ne pas être isolé dans sa situation. Donc, pour finir, comme on le dit depuis le début, pour que chaque besoin soit entendu, pour qu'une réponse soit apportée de manière personnalisée et adaptée, le service d'aide à domicile, il est présent au quotidien, il chemine en fonction aussi des besoins pour conseiller, orienter, faire le lien, si nécessaire, auprès des autres professionnels dont on a parlé en début webinaire, mais aussi à chaque fois pour adapter. Lorsqu'on est aidé ou aidant, on peut effectivement toquer à la porte d'un service à domicile au départ pour un besoin, comme je le disais tout à l'heure, le besoin premier, souvent en tout cas le besoin exprimé, c'est l'aide à l'entretien du logement, par exemple, et du linge. Mais au fur et à mesure de la relation de confiance, au fur et à mesure aussi du cheminement de la personne, au fur et à mesure aussi de son cheminement pour s'accorder du répit, ou au fur et à mesure tout simplement de l'évolution de la situation, le service d'aide à domicile, il va toujours adapter. Donc, il va aussi peut-être commencer par telle et telle mission, vous proposer telle et telle mission, et puis au bout de certains temps, qui sera le vôtre, il va pouvoir effectivement diversifier, proposer autre chose pour toujours essayer de répondre à vos besoins le plus personnalisé possible, le plus adapté possible. Et si ça sort du champ de compétences du service à domicile, alors effectivement, c'est de son rôle de vous orienter ou de vous conseiller sur les différentes professionnels qui existent sur de l'aide aux aidants. Comme on l'a indiqué, chaque situation est unique, autant de situations que de besoins que de réponses. Donc, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de règles, parce qu'on parle d'humains, on parle de toute façon, effectivement, de personnes qui sont dans des situations individuelles.
Et le service d'aide à domicile, voilà, aura de toute façon toujours, ça passe évidemment par les grandes capacités d'écoute et de confiance de mes collègues comme Muriel d'Auxiliaire de vie, seront toujours là de toute façon pour échanger avec vous. Merci effectivement de mettre aussi la présentation de notre service d'aide à domicile. Donc nous, on est un service d'aide à domicile qui s'appelle Aide à domicile pour tous. Donc on porte bien d'autres noms parce que justement, on accompagne tout type de public et on est présent sur toute la Loire-Atlantique. Plus de 45 ans, alors même presque 50 ans d'existence en Loire-Atlantique. On est une association qui accompagne particulièrement du public dit fragile, que la fragilité soit encore une fois sur un instant T ou de manière un peu plus durable. Et donc, nous sommes plus de 600 salariés à l'ADT et évidemment, dont au moins 500 collègues, ce qu'on appelle professionnels essentiels, auxiliaires de vie, qui sont là pour accompagner tout type de personnes. Ça représente à peu près 6000 personnes aidées par an aux 4 coins du département. Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi de remercier tout le travail que font mes collègues au quotidien parce que si on peut respecter la liberté, le droit de vivre dignement à domicile, c'est aussi parce qu'il existe des professionnels comme Muriel. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui était très claire. Merci de nous avoir rappelé la nécessité pour vous, pour votre offre, mais également pour les professionnels de cette agilité, de cette adaptation nécessaire parce qu'effectivement, comme vous le rappeliez, vous passez d'une maison à l'autre, d'un univers à l'autre, vous êtes accueillis, enfin autant de jolis mots en plus. On sent votre engagement à toutes les deux dans vos missions. Et je remercie la CARSAT, le Gérontopole, Malakoff Humanis pour leur soutien. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.